Avertissement. Dans cet épisode, on parle de difficultés sexuelles en lien avec la médication, de violences policières, d'idées suicidaires, d'invalidation et de mesures de contrôle en psychiatrie. Pour recevoir de l'aide ou de l'écoute, on vous invite à consulter les ressources dans la description de l'épisode. Je m'appelle Catherine et voici Plein notre casque, un balado d'Action Autonomie. Aujourd'hui, on rencontre Alfredo, qui a choisi un nom fictif et une voix modifiée pour préserver son anonymat. Dans son témoignage, Alfredo nous raconte les mesures de contrôle abusives qu'il a vécues et suite auxquelles il a décidé de porter plainte. Il nous parle également de masquage diagnostique. Vous vous souvenez peut-être de Pastel dans l'épisode 5 de la saison 1, qui s'était plaint de douleurs physiques intenses et que le personnel médical avait, à tort, associé cette souffrance à des symptômes de santé mentale. Alfredo nous explique aussi les effets secondaires que peuvent avoir certains médicaments sur la sexualité et de notre droit d'obtenir l'information complète sur ces risques pour prendre une décision éclairée. Dans la deuxième partie, on rencontre Milena du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui va nous parler d'un tout nouveau site web sur le sevrage, c'est-à-dire la diminution ou l'arrêt de la médication en santé mentale. Bonne écoute! Moi, c'est Alfredo, puis en tout cas, j'ai voulu faire ce podcast parce que, en tout cas, j'aimerais pas que d'autres gens aient la même expérience que j'ai eue dans le système de santé ici au Québec. Là. Mm-hmm. Moi, je suis une personne qui est issue de l'immigration, fait que c'est sûr que le fait d'avoir émigré, ça m'a bouleversé, puis depuis ce temps-là, j'ai eu des difficultés d'adaptation. J'attribue ça aussi à une chute que j'ai faite. Je suis tombé dans falaise quand j'avais 13 ans. Là. Okay. Et depuis ce temps-là, j'ai comme des difficultés aussi au niveau des émotions. Puis, en tout cas, j'ai commencé à prendre la médication à partir de 18 ans. Je prenais la médication jusqu'à pendant 11 ans, là, à peu près. Mais un jour, j'ai décidé d'arrêter de la prendre, puis c'est là que tous les problèmes, que j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes au niveau physique, puis au niveau mental aussi. Ça fait de sorte que je me suis ramassé à l'hôpital, puis que mon séjour à l'hôpital était très, très traumatisant pour moi. Je me suis présenté à l'hôpital parce que j'avais commencé à avoir des difficultés au niveau de ma sexualité. J'ai fait des recherches sur Internet et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient la même problématique que moi, des difficultés sexuelles après avoir arrêté les antidépresseurs, les récapteurs de sérotonine. Okay. Et donc, le médicament que j'ai pris, c'est l'Effexor. Et après, je l'ai changé pour du Wellbutrin. Et lors de ces changements-là, j'ai commencé à avoir des difficultés au niveau sexuel. Je me suis rendu compte que le fait d'avoir changé d'un médicament qui est récapteur de la sérotonine à un médicament atypique qui agit plus sur la dopamine a fait de sorte que j'ai commencé à avoir des problèmes d'éjaculation précoce et ce genre de trucs. Est-ce que le psychiatre ou le médecin qui faisait le suivi avec toi, est-ce qu'il t'avait donné de l'information avant de décider de changer la médication? Non, parce que dans mon expérience, oui, j'ai fait une rencontre avec le psychiatre et lui, il m'a dit que les difficultés sexuelles étaient bien connues lors de la prise des antidépresseurs. Mais que ces difficultés-là s'arrêtaient lorsque tu arrêtais le médicament. Là. Ce qui, dans mon cas, n'a pas été le cas. En fait, là, c'est des difficultés qui ont persisté. Là. Puis ça, c'est un phénomène qui est moins connu dans la psychiatrie. Le fait que, parce qu'on en entend parler, c'est que les antidépresseurs, effectivement, ça peut avoir comme effet secondaire sur la sexualité, tout ça, mais on en entend moins parler
que ces effets secondaires-là peuvent perdurer même après la prise de la médication. C'est ça, tout à fait. Puis je pense que c'est une problématique du fait que lorsque tu parles avec ton médecin à propos de ça, il y a tout le temps comme un certain malaise. OK, ouais. Il y a le malaise, puis aussi il y a le fait que les psychiatres considèrent ça comme étant quelque chose qui est secondaire. L'aspect sexuel, ce n'est pas leur domaine. Fait que c'est quelque chose qui a moins d'importance. Puis, dans mon expérience, lorsque j'ai parlé avec mon psychiatre, puis que j'ai parlé avec tout le personnel de la santé, c'est comme s'il disait que il vaut mieux aller mieux dans sa tête que d'avoir. C'est que comme c'est un prix à payer, les difficultés sexuelles. Ça fait des sortes qu'on me dit que, tu sais, parce que j'ai insisté beaucoup là-dedans, que pour moi, la sexualité, c'était quelque chose de très important, mais je me faisais toujours dire que, tu sais, on m'avait dit que j'avais un TOC par rapport à ça, Ah ouais, OK. que j'avais un TOC par rapport à ma performance sexuelle, que j'étais carrément obsédé, puis que... C'est pour ça qu'ils m'ont donné plus de médicaments, là, en fait, là. Mon psychiatre, il pensait que j'avais un TOC, puis qu'il devait comme éliminer ce TOC-là. Mais j'étais très conscient de ce qui m'arrivait. Je savais que j'avais un dommage iatrogène. Là, Un dommage iatrogène. OK. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Une condition iatrogène, c'est que ça veut dire que c'est le traitement qui te cause des problèmes. Je vivais avec un dommage iatrogène déjà, mais les psychiatres étaient d'un avis différent. Là. Je me suis senti très incompris. Fait que je pense que dans les deux sens, il y a eu un dommage iatrogène non seulement sur l'aspect physique, mais sur l'aspect psychologique aussi, parce que moi, j'avais fait des recherches, puis les psychiatres étaient totalement... Ils refusaient totalement de m'écouter, en fait. Là. Puis c'est sûr que j'avais beaucoup de détresse, j'avais beaucoup de détresse à cause de ça, mais les psychiatres disaient que ce n'était pas, s'il fallait pas miser autant sur la sexualité, mais les psychiatres, ils ne considèrent pas toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un. Là. Et moi, présentement, je suis en train de faire le deuil du fait que peut-être que je n'aurais pas un partenaire de vie ou même avoir des enfants, là, ça va être difficile pour moi. C'est pour ça que lors de mon séjour à l'hôpital, qui a été de 2 mois et demi à peu près, là, un petit peu plus, là, ouais, c'était un long séjour, on m'a donné plein de médicaments, là, comme 9 médicaments différents ou 7. ouais. Là. Le premier, mettons, là, je te donne comme exemple, le premier médicament que j'avais pris, c'était la sertraline, justement pour enlever mon TOC. Là. Mais dès le premier jour que je l'ai pris, j'ai commencé à ressentir une anesthésie dans mon pénis. Là. OK. J'avais de la difficulté à ressentir mon pénis et j'ai commencé à avoir de l'impuissance sexuelle. Fait que c'est comme si mes troubles sexuels, ils avaient empiré lors de la prise de ce médicament-là, de la sertraline. Ben, j'ai dit aux infirmiers, à mon psychiatre que je ne voulais plus prendre le médicament parce que je savais que ça allait avoir des conséquences sur ma sexualité. Ils m'ont dit que c'était pas possible, parce que les médicaments n'agissent pas jusqu'à 3 ou 4 semaines. Mais là, je disais oui, mais ça vous parlait de l'effet thérapeutique. Oui, c'est ça. Mais les effets secondaires, Mais on peut les ressentir dès les premiers jours. Ben, là. c'est ça, Ben oui. c'est ça. Même au niveau émotionnel, tu te sens comme déconnecté, là, parce que tu te sens déconnecté. Puis moi, en faisant des recherches, j'ai trouvé une communauté pour des gens qui souffrent les mêmes problèmes que moi, une communauté canadienne en ligne. OK. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'est quoi comment que ça s'appelle? Ça s'appelle PSSD Canada. En fait, le problème qu'on a, on considère ça comme étant un syndrome. Puis ça vient de l'anglais, Post-Accessory Sexual Dysfunction. OK.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment de faire des recherches pour notre propre récupération, là. Il y a d'autres gens qui font de l'activisme, qui sont en train de faire d'aller vers, mettons, vers des organismes de santé mentale, puis d'expliquer les gens qui sont concernés des risques de prendre des antidépresseurs, de la récapture de la sérotonine. Là. OK. Comme ils font de la sensibilisation. De la en fait. sensibilisation, OK. oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est connu déjà en Europe. Là. C'est quelque chose en Europe, c'est déjà sur certains antidépresseurs, là, les gens reçoivent comme une feuille là, qui dit que tu peux avoir une dysfonction sexuelle même après l'arrêt de médicaments. Mais on dirait qu'ici au Canada, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. C'est pas des délires conspirationnistes ni rien de ça. C'est vraiment... la communauté, mais même médicale, est au courant. Mais c'est documenté. Là. C'est bien documenté là, depuis à peu près 2006. Là. Puis pourquoi, d'après toi, c'est aussi long avant qu'au Québec, au Canada, on tienne compte de cette réalité-là dans la psychiatrie? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup des intérêts économiques là-dessus. Là. C'est sûr que la prise d'antidépresseurs est une entrée d'argent très, très, très lucrative. Ouais, là. effectivement. Je considère que c'est pas comme si j'étais tout à fait contre toutes les formes de traitement psychiatrique. Là. Ce n'est pas ça, mais c'est juste que je pense qu'il devrait y avoir on devrait faire plus attention. Là. Ne pas prescrire des médicaments juste parce que tu fais une consultation dans 10 minutes, tu vas sortir avec des antidépresseurs, avec une prescription d'antidépresseurs. Là. Toi, quand tu as fait ta consultation, est-ce qu'on t'a offert des alternatives aux médicaments? Non. C'était comme si c'était la seule solution. Là. Tout à fait. Je crois que les mesures de traitement qui sont mises en place sont beaucoup trop axées sur le modèle biomédical. Là. Si jamais tu es en détresse, puis que ça va pas, puis que tu vas consulter, ce serait bien de s'informer, de faire des recherches sur c'est quoi ça va être quoi les conséquences à long terme de la prise de ces médicaments-là. Les conséquences du sevrage aussi. Les conséquences du sevrage, tout à fait. Parce que je considère que le système va faire de tout son possible pour que tu restes médiqué à vie. Ça, c'est mon opinion personnelle. OK. À cause des intérêts économiques dont tu parlais tantôt. C'est ça, tout à fait. OK. Puis parce que c'est carrément beaucoup plus facile de donner des médicaments à des gens, à offrir des thérapies, parce que c'est des processus beaucoup plus longs. Puis c'est dans la société capitaliste qu'on habite, là, c'est pas profitable. Là. Les gens doivent performer. Là. On a une pression de performance très, très, très présente. Là. Suite à toute la prise de médicaments que j'ai faite, j'ai commencé à développer d'autres symptômes. Là. Maintenant, j'ai des difficultés cognitives. J'ai l'anédonie. L'anédonie, c'est un peu comme la perte de plaisir. Là. Okay. La perte de capacité d'avoir du plaisir sur quoi que ce soit. Même avant les problèmes sexuels, j'ai eu des problèmes au niveau de mon foie. Tu sais, la prise de poids, la léthargie. J'ai eu beaucoup des effets, disons, secondaires là, avec lesquels je n'étais pas à l'aise. Mais lorsque j'ai parlé avec mon psychiatre, que je n'étais pas à l'aise avec ces effets-là, le psychiatre jugeait que ce n'était pas si grave que ça. Là. J'ai été diagnostiqué avec une forme d'alopécie progressive, là, auto-immune. Ça veut dire quoi, ça? En fait, là, c'est que lorsque j'étais à l'hôpital, j'avais commencé à perdre mes cheveux. C'est sûr que les psychiatres ont dit que c'était en délire encore, là, que j'étais totalement en délire. Mais moi, je suis allé vers un dermatologue. Là. Puis,
j'ai fait une biopsie parce que ça me démangeait là, beaucoup. La tête me démangeait OK. beaucoup. Puis ils ont trouvé que j'ai une forme d'alopécie où mon propre système immunitaire est en train d'attaquer mon cuir chevelu. Ah, Puis OK. ouais, c'est ça. Fait que OK. je suis en train de perdre des cheveux à cause de ça. Puis, tu sais, en revenant au fait qu'ils pensaient que j'étais en délire parce que j'avais plein de symptômes, puis eux, ils n'acceptaient pas le fait que j'avais plein de symptômes. Je me suis fait prescrire des antipsychotiques Oh mon Dieu, OK. de première génération. C'est juste pour expliquer un peu c'est quoi la différence entre les antipsychotiques de première génération et ceux de deuxième génération. Ceux de première génération ont plus tendance à donner des effets secondaires qu'on appelle des symptômes extrapyramidaux. Fait que c'est des troubles du mouvement. Là. Des fois, tu as des mouvements involontaires ou comme dans mon cas, là, j'avais des symptômes d'acathysie. Là. L'acathysie, c'est un trouble. T'arrêtes pas de bouger. Là. Tu bouges beaucoup parce que c'est comme si tu sens que ça brûle à l'intérieur. Là. OK. Ce qui arrive, c'est que quand les infirmiers te voient agiter d'eux-mêmes, ils te donnent plus de médicaments. Là. Je ne sais pas si c'est par manque de soucis ou mégarde ou juste parce qu'ils ne savent pas ou ils ne sont pas très bien formés, là, je ne sais pas. Leur solution, c'est juste de donner des PRN, là, des médicaments, juste pour... des médicaments qui sont conçus juste pour mettons, baisser l'anxiété de la personne, mais si le patient n'a pas d'anxiété, là, ça ne sert pas à grand-chose. Là. Ouais, ben, c'est comme donner des médicaments contre les effets secondaires d'un médicament qui venait contrer d'autres effets secondaires d'un autre médicament. Là. C'est ça. C'est comme un inception de médicaments. Là. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est sûr que le fait que je ne sois pas cru lorsque je parlais de tous les symptômes que j'éprouvais, c'est sûr que ça a eu des conséquences sur la détérioration de ma santé mentale, vu que j'étais perçu comme quelqu'un qui est difficile, qui ne voulait pas prendre les médicaments. C'est sûr que le personnel infirmier a commencé à avoir des attitudes négatives envers moi. Là. Par exemple, il faisait qui est connu dans un phénomène dans la psychologie qui s'appelle la triangulation. C'est lorsque tu entres en conflit avec un infirmier, puis cette autre personne, elle va chercher une autre personne pour en fait te déstabiliser émotionnellement. Là. Fait que je me trouvais tout le temps dans des situations où j'avais un problème avec un infirmier, mais là, je me trouvais avec deux, trois infirmiers là, contre moi. Puis à chaque fois que je demandais des trucs, tu sais, je me faisais dire on travaille pas pour toi, dis s'il te plaît, ce genre de trucs là, comme vraiment. Comme infantilisant quand même. Là. Ouais, c'est ça. Là. Ouais. Tu sais, je me suis senti très incompris et ça fait de sorte que mes pensées suicidaires deviennent beaucoup plus intenses. J'ai eu une référence en sexologie pendant que j'étais hospitalisé, puis j'avais demandé en local pour avoir les sessions de thérapie, là. Mais on m'a jamais donné, en tout cas, là, moi j'ai dû aller dans les toilettes publiques, là, Ouais. sortir dans les toilettes publiques pour avoir accès à la thérapie, là, puis là, lorsque j'étais en rencontre Zoom avec la sexologue, là, elle annulait parce que c'est sûr qu'on n'était pas dans un contexte propice à avoir une thérapie. Là. Non, Non, c'était pas très confidentiel c'est dans des ça. toilettes publiques. En fait, c'est que tu étais dans les toilettes publiques avec un ordinateur pour être comme sur Zoom Avec mon cellulaire. Là. avec ton cellulaire parce qu'à l'hôpital, il donnait pas un endroit avec plus d'intimité pour Parce faire que cette personne n'a rencontre-là. voulu se responsabiliser de l'accessibilité aux locaux. Moi, j'ai parlé avec les infirmiers, puis les infirmiers ils disaient oh, tu pourrais dire au prochain shift, là, au prochain tour de. Puis lorsque le jour arrivait, moi, j'avais pas de local. Puis moi, j'étais désespéré pour avoir cette thérapie-là. Fait que moi, ma solution, c'était d'aller dans les toilettes publiques. Là. J'étais désespéré, je savais pas quoi faire. Après, ils ont su que moi, je suis allé dans les toilettes publiques. Puis qu'ils m'ont donné un local.
Mais vu que je sais pas, là, vu qu'il considérait que j'étais suicidaire, parce que oui, j'avais des pensées suicidaires, là, mais j'allais pas me suicider comme C'était pas imminent, là. imminent, là. Ils m'ont assigné en garde de sécurité. Fait qu'à chaque fois que j'allais dans mes rencontres de sexologie, j'avais pas de confidentialité, en fait, là, parce que le garde de sécurité était tout le temps là. Lors de ma dernière hospitalisation, il y a eu une détérioration de mon alopécie, puis mon acathésie était comme extrême, là, au point que pendant à peu près un mois et demi, j'ai voulu comme me suicider tellement que c'était intense. Je pouvais pas dormir, je faisais de l'insomnie, je dormais comme 2 heures par jour. C'est faire face à l'acathésie, là, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça, là. Il y a des communautés sur Internet qui... Ce n'est pas une communauté marginale, là. Il y a beaucoup, beaucoup, là, beaucoup de gens. Lors de cette hospitalisation-là, j'étais en train de parler avec ma travailleuse sociale. J'étais en train de lui dire que je me sentais suicidaire, en tout cas, là, que j'avais beaucoup de détresse. Tu étais au téléphone ou j'étais au téléphone avec ma travailleuse sociale et elle m'a dit quelque chose à l'effet qu'elle allait me laisser parce qu'elle avait un autre appel. Puis 20 minutes après, il y a des policiers qui se sont pointés à ma porte lorsque j'ai refusé de les recevoir chez moi. Ils m'ont dit comme t'as pas le choix, soit tu nous reçois ou soit on va enfoncer la porte, là. Fait que, en tout cas, j'avais pas le choix. J'avais refusé d'aller à l'hôpital. Puis les policiers ils m'ont carrément plaqué au sol, ils m'ont menotté comme si j'étais un criminel. On m'a envoyé à l'hôpital. Moi, je voulais partir parce que j'avais déjà vécu tellement j'avais déjà eu tellement de mauvaises expériences. J'ai voulu partir, fait que j'ai dit, OK, moi je pars parce que j'ai rien à faire ici. Puis un infirmier a fait un code blanc. Le code blanc, c'est en tout cas un patient qui est violent. Je voulais juste partir de là. Ça faisait pas de sens que je me retrouve là. Fait que c'est ça, ils m'ont pris comme entre 4 personnes, ils m'ont menotté, ils m'ont attaché au lit. J'ai dit, OK, attachez-moi, c'est correct, humiliez-moi, comme vous voulez, je suis habitué, mais ne m'injectez pas parce que si vous m'injectez, ça va avoir des conséquences sur ma santé physique, là. Ils ont dit, comme, c'est le protocole, on n'a pas le choix. C'est ça le protocole. Ah ouais. Oui, okay. C'est le protocole. Tu n'as pas le choix. Là. Faire de la contention physique et chimique en même temps. Et chimique en même temps, oui. OK. Petite parenthèse ici, on aimerait préciser que selon l'article de loi qui encadre l'utilisation des mesures de contrôle, c'est-à-dire l'article 118.1 de la loi sur les services de santé et les services sociaux, l'utilisation d'une telle mesure de contrôle doit être minimale. Dans le même sens, selon les orientations ministérielles, c'est la mesure la moins contraignante possible avec la durée la plus courte possible qui doit être utilisée. Les protocoles des hôpitaux devraient respecter ces principes. Mais injecter un calmant à une personne qui est déjà en contention physique et qui en plus est calme, ça nous semble contraire à ces principes-là. Donc, ça nous semble contraire à la loi. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur les droits et recours lorsqu'on subit une mesure de contrôle, on vous invite à écouter l'épisode précédent. Fait que, on m'a injecté à la jambe 5 mg d'alopéridol et 2 mg d'activant. On n'a pas voulu me dire qu'est-ce qu'on avait injecté lorsque j'ai demandé. En plus. On n'a pas voulu me dire ça. C'est moi la raison pour laquelle je sais ce que la quantité là, puis le dosage, c'est parce que je l'ai lu dans mon dossier médical. Là. OK,
C'est intéressant. Tu t'es adressé à qui pour faire cette demande-là? Aux archives de l'hôpital, en fait. OK. Là. Puis, c'est une démarche que n'importe qui peut faire. Puis, je trouvais ça important parce que déjà que je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas... Moi, j'avais un soupçon là, que des fois, lors de la transcription des faits, il y a beaucoup de choses qui sont incorrectes, là, qui ont été incorrectes. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose que tu as lu dans ton dossier médical avec quoi tu n'étais pas d'accord? Oui, par exemple, le fait qu'il y a eu un événement où tu sais, je viens en arrière là, pour dire que j'avais des difficultés avec les effets, avec l'anesthésie génitale que je ressentais lors de la première prise, la première dose de sertraline. Et les infirmiers, ils ont marqué que moi, je refusais de prendre le médicament parce que je n'aimais pas le goût du médicament. Fait que ce n'est pas du tout ce que moi j'avais dit. Puis c'est sûr que s'il y a des erreurs de transcription de ce genre, c'est sûr que les psychiatres, ils voient dans le dossier, puis ils vont dire, ben, le patient, il est en délire, il ne veut pas coopérer parce qu'il est juste difficile. Ça a fait beaucoup de dégâts sur ma santé mentale. Là, Oui. Parce que moi je me suis toujours bien conduit. Je suis quelqu'un de très tranquille. J'ai jamais eu de problème avec la justice ni rien. Fait que juste le fait en fait, moi, je considère que c'est l'État qui a fait ça. Présentement, je suis en train de déposer ma plainte. L'hôpital a dit qu'eux, ils pouvaient rien faire. Juste, le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'est en tout cas, ils m'ont dit que moi, j'allais être en cas d'études académiques. Je ne sais pas si c'est pour le curriculum dans des universités ou je ne sais pas. Là. Pour que la situation dans laquelle je me suis retrouvé ne se reproduise plus, puis que s'il y a quelqu'un qui arrive avec les problèmes que j'ai, ben, il y a déjà un antécédent là, dans le système. Puis, cette plainte-là, tu l'avais adressée à qui? Aux trois psychiatres qui m'ont c'est contre trois psychiatres en fait. OK. Puis tu l'as déposé, c'était au commissaire aux plaintes de l'établissement ou au médecin examinateur? Au médecin examinateur, oui. OK, d'accord. OK. Fait qu'ils t'ont dit que légalement, les professionnels de la santé avaient agi selon leur code d'éthique, là, selon eux, puis selon la loi. Mais en même temps, ils t'ont dit que ils pourraient peut-être inclure quelque chose pour les étudiants et étudiantes pour pas que ça se répète ce que tu as vécu. Fait que c'est comme... C'est un peu contradictoire, non? Mais c'est parce que moi, au début, ils ne me croyaient pas de tout le truc du PSSD. Ils ne croyaient pas ça. Ils attribuaient ça à mon état de santé mentale. Mais lorsque j'ai déposé la plainte et le médecin examinateur a fait des recherches, lui, il a trouvé que c'était vraiment qu'il y avait eu déjà des cas rapportés à Santé Canada. Sur ça, puis que, ben, en tout cas, ils n'ont pas eu le choix d'accepter le fait que moi, j'avais raison, puis eux, ils avaient tort. Ouais. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours évident pour des psychiatres d'admettre leur Mais tort. le dommage est là, tu sais. Puis est-ce que ta plainte, c'était spécifiquement par rapport au PSSD ou il y avait d'autres éléments? Tu sais, par exemple, tu nous as parlé des mesures de contrôle que tu as subies qui me semblent avoir été appliquées de façon illégale. Parce que pour appliquer une mesure de contrôle, c'est seulement si la personne présente un risque de se blesser ou de blesser les autres personnes. Mais tu sais, de s'opposer à la médication ou d'être un peu agité, c'est pas des raisons suffisantes. Puis il faut utiliser d'autres alternatives avant de venir à utiliser une mesure de contrôle. Donc, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que la loi n'a pas été respectée à ce niveau-là. Est-ce que ça faisait aussi partie de ta plainte ou c'était vraiment... Au début, non. OK. Mais après, oui. Ben là, parce que j'ai écrit à l'hôpital pour qu'il me donne plus de temps, là, justement, pour que je puisse avoir tous les éléments nécessaires pour que je puisse faire ma plainte comme il faut. Et lorsque j'ai reçu la lettre, là, le verdict là, du médecin examinateur, moi, j'ai
j'ai voulu contester un peu le verdict pour ajouter des trucs, là. OK. D'autant plus parce que lorsque j'ai reçu mon vaccin de Pfizer, là, ma deuxième Mhm. dose, j'ai eu des problèmes de thyroïde et j'ai eu des réactions adverses. Et lorsque je me suis présenté au même hôpital, ils avaient attribué ma réaction adverse à mes problèmes psychiatriques et je n'ai Mhm. pas été traité comme il faut. Hmm. Alors j'ai dû aller à un autre hôpital où ils ont trouvé que j'avais un problème dans ma glande thyroïde, là. Ah ouais, OK. C'est ça. Fait que OK. Ça me fait penser un petit peu à ce que tu disais tantôt par rapport à la perte de cheveux, tu sais, qui attribuaient ça à un délire, alors que. Puis qui ont même refusé de te faire passer des tests et tout ça. Alors qu'au final, en faisant évaluer par un spécialiste, ben c'était vrai. Là, tu sais, c'était pas à cause d'un délire ou de problème de santé mentale, c'était d'ordre physique. ouais. Donc, un autre exemple dans le Puis, fond, puis, de masquage diagnostique là, que tu as vécu à plusieurs reprises. puis ça aurait pu être dangereux parce que j'avais des symptômes de thyrotoxicose. Là. C'est lorsque tu produis trop de... Ben, ta glande thyroïde produit trop d'hormones, puis que OK. ça peut mener à des délires ou des... Tu sais, comme même OK. la mort, là. Oui, c'est un exemple de, comme tu Mhm. dis, là, de masquage diagnostique, puis ça peut avoir des conséquences fatales là, pour des gens. Là. Je crois que moi, dans mon cas, j'aurais aimé d'être écouté euh, parce que dans mon expérience, on m'a toujours traité comme si je lisais beaucoup sur Google, en fait, là, puis que je ne savais pas de quoi je parlais. Comme s'ils avaient sous-estimé ma capacité d'analyse, ma capacité analytique là, pour m'apercevoir de mon propre problème. J'aurais aimé qu'on me croie. Fait que ce que je pourrais dire, c'est que si jamais vous avez, en tant que patient, là, vous avez des craintes, puis vous avez des inquiétudes, là, ne doutez pas de votre esprit analytique. Là. Je crois que la personne qui se connaît le mieux, c'est soi-même. Là. Puis les médecins, là, même s'ils ont des doctorats ou beaucoup d'études, là, ils vont jamais être dans ta tête, ils vont jamais savoir comment est-ce que ton corps réagit. Puis c'est quoi tes priorités, en fait, aussi, là, par rapport à la vie, là, tu sais. Ouais. Puis d'ailleurs, je trouve que tu as été très courageux de nommer ces choses-là, tu sais, tout au long de ton processus, même si ça a été difficile avec les différents professionnels de la santé. De ce que je comprends de ton parcours, c'est que tu le nommais quand tu n'étais pas d'accord, quand il y avait un effet secondaire que tu n'étais pas prêt à accepter. Tu étais capable de nommer tes limites. Puis ça, c'est vraiment une grande qualité, tu sais, même si ça n'a pas nécessairement été reçu de la bonne façon. En tout cas, je trouve que tu as été très courageux dans ce processus-là. Félicitations. Merci beaucoup. Ça a été très difficile pour moi, là. J'ai voulu abandonner à plusieurs reprises, là. Puis, tu sais, je dois comme trouver les forces en dedans de moi, là, des fois, parce que des fois, oui, c'est vrai que c'est difficile là, de faire face à toute une institution. Là, Oui. mais je le fais parce il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi, puis que je trouve que c'est une injustice. Puis si personne ne fait rien, c'est quelque chose qui va jamais être connu. Là. Pour la deuxième partie de l'épisode, on va discuter avec Milena du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qui va nous parler d'un tout nouveau site web sur le sevrage des médicaments en santé mentale. On va aussi en apprendre plus sur la gestion autonome de la médication, donc la GAM, qui consiste en gros à réfléchir sur la place que prend la médication dans notre vie. Salut, moi c'est Milena Joya. Je travaille au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, présentement sur un site web sur la diminution des médicaments psychotropes en santé mentale et le sevrage. Donc, on partage des histoires et des outils sur comment faire ça en réduisant les risques, en étant plus conscient du processus parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations, surtout en français, qui entourent cette question. Mais même en anglais, je dirais les histoires qui sont partagées manquent beaucoup de nuances, je trouve. On ne retrouve pas les histoires qui sont comme un peu au milieu, qui ne sont pas nécessairement
contre la médication et qui ne sont pas comme pour la médication complètement pour toujours. Donc, l'automne passé, on a travaillé avec une cinéaste. On a filmé 9 histoires en profondeur, incluant la mienne, sur des gens qui ont, mettons, entre guillemets, réussi soit une diminution ou un sevrage complet de leur médication psychotrope. Et on est en train de monter ça. On a beaucoup trop de matériel pour nos besoins du site, mais c'est bien. On travaille pour voir si on peut faire un documentaire. Ah ouais, un documentaire! Ouais. Super beau projet. Ouais. Donc, d'ailleurs, si ça intéresse nos auditoristes, ça va être dans la description du podcast. Il y a le lien, justement, vers le site Internet. En fait, on a un comité qui s'appelle Comité Vécu Gamme. C'est des gens qui ont utilisé la gamme. Vous connaissez la gamme? Est-ce que je devrais... Peut-être que ça pourrait être bien de l'expliquer, ouais. Donc, oui, la gamme, c'est la gestion autonome de la médication. C'est un guide qui a été développé ça fait quelques décennies maintenant. Ouais, tant que ça. Ouais. OK. C'est... on a quand même une belle expertise au Québec en lien avec la diminution des médicaments. Malheureusement, ce n'est pas autant connu et on recherche aussi avec ce projet de le faire rayonner aussi plus. Donc, en fait, la gestion autonome de la médication, c'est un processus. Ça peut être juste simplement une prise de conscience de la place que prend la médication dans notre vie. Mm-hmm. Donc, ça peut s'arrêter là. Ça peut juste être comme une réflexion vers quel est le rôle de la médication dans ma vie, Mm-hmm. Qu'est-ce que ça m'apporte, quel défi ça me pose. Et donc, ça peut s'arrêter là. Il y a comme des mesures de connaître ses droits, connaître comme qu'est-ce qu'on peut poser à notre médecin, comment parler à notre psychiatre, par exemple. Mm-hmm. Tout ce genre de choses-là. Mais après, si la personne veut continuer, il y a aussi comme une démarche à entreprendre si on souhaite diminuer notre médicament. Donc, toutes des questions à comment réfléchir à cette question, comment s'entourer de personnes qui peuvent nous soutenir dans la démarche. Quand choisir le moment, comme de bien choisir le moment, parce que pour bien se préparer, parce qu'en fait, on sait... on le sait parce qu'on l'a fait. Il y a plusieurs personnes dans notre réseau qui ont diminué leurs médicaments, mais aussi la recherche commence à le démontrer qu'il y a des effets de sevrage vraiment importants. Ouais. Et si on n'est pas au courant, on peut se faire dire, même par nos médecins, que ce qu'on est en train de vivre, ben, ça démontre qu'on a besoin de prendre cette médication. Même si c'est vraiment un effet de sevrage de cette médication-là. C'est interprété comme un symptôme de notre problème de santé mentale qui a été diagnostiqué, dans le fond. Là. Et ça, cette partie-là est comme cruciale parce que si on est préparé, si on sait que les symptômes peuvent être vraiment intenses, comme des pensées suicidaires, des hallucinations, de la dépression, de l'anxiété, comme toutes les raisons pourquoi on prendrait comme de la médication psychotrope. Donc, le guide, on revient à la gamme, nous donne des outils pour entreprendre ce processus-là, propose des étapes à suivre. Et voilà, donc ça c'est la gamme. OK. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent avoir accès à cet outil-là, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut en commander un? Oui, ben on peut le trouver sur le site du Regroupement des ressources alternatives, donc rrasmq.com. Et on a des copies physiques qu'on peut... on a des boîtes et des boîtes au regroupement. Donc, si vous en voulez une, vous pouvez juste nous appeler. Oui, ben vous pouvez nous appeler et on peut vous en envoyer une avec plaisir. Ouais. Ah, wow! Ouais. Super! Puis ce processus-là de gestion autonome de la médication, est-ce que ça se fait comme... Est-ce qu'on est tout seul là-dedans avec notre guide ou on fait ça avec de l'accompagnement? Comment ça se passe? Oui, c'est une bonne question. Donc, oui, il y a des organismes au regroupement qui offrent de l'accompagnement et c'est aussi en expansion. Par exemple, à Montréal, il y a Prise 2 qui est comme un champion de la gamme. Il y a aussi quelque chose qu'on est en train de faire au regroupement, ça s'appelle une communauté de pratique gamme. Donc, c'est pour des intervenants qui ont la plupart suivi une formation gamme,
mais qui ne sont pas tout à fait arrivés à employer la gamme dans leurs ressources. OK. Il y a aussi des autres intervenants qui l'utilisent comme approche. Mais donc, c'est comme un espace pour partager les meilleures pratiques et les questionnements. Donc, voilà. Oui, on peut le faire seul. Par exemple, j'ai utilisé quand, ça fait longtemps de ça fait presque 10 ans, mais je suis allée à Action Autonomie et j'étais comme, je veux arrêter mes médicaments demain. Et, Demain! et j'ai entendu dire qu'il y a comme un guide et j'aimerais l'avoir. Et la personne était comme, OK, peut-être tu peux y aller un peu doucement parce que c'est toujours mieux d'y aller doucement. Et donc, il m'a donné un guide et je suis très comme contente d'avoir reçu ça parce que j'ai lu, tu sais, comme l'importance de le faire graduellement, d'y aller comme vraiment un peu à la fois. Et, mais je l'ai fait seule. Mais c'est clair que si on a de l'accompagnement, ça se passe plus facilement. Ouais. Puis de ce que je comprends aussi, c'est que l'accompagnement, ça peut autant être individuel, mais il y a aussi des groupes, je pense, qui font du suivi gamme, mais en groupe, c'est aussi possible si c'est une approche qui peut intéresser la personne concernée. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des groupes gamme, mais quand je dis que je l'ai fait seule, j'étais, juste pour dire, là, pas pour ma crédibilité, mais plus pour comme encourager les gens d'informer leur médecin traitant. Parce que c'est toujours bien d'être le plus entouré possible et d'avoir ce soutien-là. Pendant un rassemblement du regroupement, il y avait plusieurs personnes qui avaient entrepris un processus gamme, qui voulaient mettre la lumière. voulaient mettre la lumière sur le fait que, en fait, on parlait pas assez de sevrage. Okay. Et des effets de sevrage. Même si le guide parle un peu de ces effets-là, mais ça va pas vraiment en profondeur. Okay. Et ces personnes-là voulaient un espace pour dire faut qu'on en parle plus. Parce que il y a pas beaucoup d'informations sur Internet et tout ça. Et c'est difficile à retrouver. Ouais, ou l'information n'est pas fiable. Là. C'est ça, c'est ça. Donc, le regroupement a entendu ça et a dit, OK, on va soutenir ce comité-là. Et le comité a voulu créer un site web pour partager cette information-là. Et c'est pour ça, c'est d'où vient comme ce projet de site web-là. Et le comité Vécu Gamme, c'est des gens qui ont utilisé la gamme et qui veulent partager leur histoire parce que malheureusement, la plupart d'entre nous, quand on a entrepris notre processus de diminution ou de sevrage, on ne connaissait pas d'autres personnes qui l'ont fait ou qui ont comme, entre guillemets, réussi leur sevrage. Donc, c'était important pour nous de partager ça. Et j'ai pas dit le nom du site. Ça s'appelle Nous et la médication. C'est ce qui conclut cet épisode de Plein Notre Casque, un balado d'Action Autonomie. On tient à remercier Alfredo pour son témoignage, Milena du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec pour l'entrevue et Pablo Roy-Avilan pour le prêt du matériel et la post-production. Dans le prochain épisode. Le psychiatre, il t'a dit que pour éviter là, que tu vois encore la police, qu'il voulait t'amener en cours. Oui. Puis qu'est-ce qu'il voulait demander en cours? De me médicamenter. Toi, est-ce que c'est un médicament que tu voulais prendre? Non. C'est pour ça que je suis partie à la cour, parce que j'ai refusé le médicament. Moi, je sens qu'il m'enlève l'énergie à l'intérieur. On dirait que c'est pour endormir plutôt que pour m'aider. Puis, j'avais un avocat, mais qui ne me communiquait pas en tout. Il était présent le moment dans l'audience, c'est tout. Pas avant, il ne m'a pas venu me visiter pour me préparer.